Salut les rôlistes. Avant toute chose, un gros merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur Arborea. Mes tests demandent beaucoup de travail en amont et c'est toujours gratifiant d'être ainsi récompensé, donc encore une fois, merci à vous. C'est en 92 qu'un jeune studio de jeux vidéo français, Silmaris, va initier une trilogie de jeux de rôle sur ordinateur avec la licence Ishar sur Atari ST, Amiga, PC et Mac. Ishar appartient à la catégorie des Dungeon Crawlers, ces titres en vie subjective qui permettent aux joueurs de diriger une équipe d'aventuriers, d'effectuer des combats dans des labyrinthes et de progresser écran par écran. Ce type de jeu a été popularisé par les licences Wizardry, Bardstel, Might and Magic, Dungeon Master, Eye of the Beholder et connaît un regain de popularité depuis quelques années grâce à Legend of Grimrock. Au niveau de l'histoire, il y a plusieurs décennies, Jarel, le prince des elfes, est parti affronter Morgoth, le dieu noir, pour libérer l'île d'Arborea. Jarel le tua dans un combat mémorable et devint le seigneur de toute la contrée, rebaptisé Kendoria. À sa mort, ses successeurs s'entre-déchirèrent et des créatures démoniaques en profitèrent pour s'installer un peu partout. Parmi elles, Krog, le fils de Morgoth, érigea un temple aux confins du royaume, temple répondant au nom d'Ishar. Menaçant d'étendre désormais son influence sur le reste de l'île, vous êtes à Ramir et devrez embaucher 4 mercenaires pour aller soigner le mal par le mal. Avant même de parler du jeu, parlons déjà de cette magnifique jaquette signée Mark Harrison, peintre anglais ayant travaillé dans la célèbre revue de comics 2000 AD, notamment sur Judge Dredd 2 ans plus tard avant de rejoindre ses talentueux confrères sur l'illustration de cartes Magic. Cette jaquette est une œuvre d'art de bout en bout. L'illustration parfaite de l'infiniment grand, avec cette énorme cité que l'on devine, cachée derrière cet énorme rempart, ne livrant ses secrets qu'une fois passée sa gigantesque porte, et face à elle, l'infiniment petit, avec ce petit cavalier semblant perdu, hésitant au milieu d'une plaine avec comme seule compagnie un corbeau venant lui rappeler peut-être son destin funeste s'il souhaite rester plus longtemps dans cet endroit qui n'est pas pour lui. La peinture étant elle-même enchâssée dans une espèce d'écrin comme pour mieux rappeler l'aspect mystérieux de cet endroit resté caché aux yeux des hommes. Il s'agit là d'interprétations personnelles car il y a plusieurs grilles de lecture, c'est la signature des plus belles illustrations. C'est dans une prairie que vous débarquez équipé seulement d'une épée et d'une bourse bien plate. En face de vous, un voleur semble avoir guetté votre arrivée, l'aventure peut ainsi commencer. On sait que l'on doit se rendre à Ishar, mais il va falloir emprunter le chemin des écoliers pour ce faire, anéantir des esprits maléfiques, mettre la main sur des artefacts et accéder toutes les missions confiées par les PNJ. Les environnements où l'on va évoluer, que ce soit des bois touffus, des plaines désertiques, des donjons bien entendu, mais également des villages et des villes, vont nous permettre de croiser la faune locale constituée d'orques, de loups-garous, d'elfes, de nains, de gobelins, de sorciers et autres reptiles. Pas de doute, on va avoir du pain sur la planche. La chose qui a le plus surpris les joueurs de l'époque fut le fait que l'aventure se déroule principalement en extérieur car oui, il y aura toujours des donjons humides, mais la surface à explorer à pied est passablement immense. Et ça, c'était bel et bien une révolution comparée aux piliers du genre Dungeon Master. Le système de déplacement se fait donc écran par écran, mais l'on peut se déplacer au clavier pour aller plus vite. Les combats se font au moyen d'une icône au-dessus de chaque avatar permettant de porter un coup. Là aussi, des raccourcis clavier permettent d'aller plus vite, mais je conseille de réaffecter les touches dans la même zone du clavier pour une meilleure ergonomie. L'utilisation de la magie quant à elle est assez bien pensée puisque nous pouvons mettre un sort en rune pour ensuite y accéder en permanence d'un simple clic, diablement efficace lors des combats. Une autre excellente idée vient de la disposition de notre équipe puisqu'au travers d'un petit damier, nous allons pouvoir placer, à titre d'exemple, les guerriers
premier plan, les sorciers juste derrière et les archers bien plus loin, permettant ainsi d'apporter un petit côté tactique aux affrontements, comme dans Dungeon Master, mais en mieux. Silmarils oblige, la qualité des graphismes est irréprochable. Les environnements se démarquent parfaitement entre eux. Chaque avatar a une gueule clairement identifiable. Chaque coup de crayon renforce l'immersion. Et aucune fausse note n'est à noter pour nous plonger de plein pied en pleine Heroic Fantasy. C'est vraiment ce qui manquait à l'Heroic Fantasy, des extérieurs sublimes et des avatars qui ne semblent pas avoir été dessinés par un môme de 10 ans, car malgré tout le respect que je peux avoir pour Dungeon Master et Eye of the Beholder, l'aspect graphique n'était pas du tout la force de ces jeux. Ici, oui. C'est juste la plus belle 2D que l'on pouvait trouver dans ce genre de jeu avant que l'on y revienne, soit après plus d'une décennie de 3D plate, puis FMV, puis 3D moche, bref, les années 90. Qui dit Silmarils dit également pas de musique dans la plupart des versions, mais comme pour pallier à cette lacune, les bruitages sont passablement impressionnants. Le bruit des vagues, celui du vent, des oiseaux, des crapauds. Nos oreilles sont réellement bercées par cette atmosphère de douce quiétude apparente. Sur Falcon et Amiga 1200, on a 2-3 thèmes musicaux bien inspirés qui viennent cohabiter avec les bruitages pour un résultat entraînant, même si au bout d'un moment ça peut devenir lassant. Finalement, il y a un vrai replay-value à jouer avec ou sans musique, car à l'arrivée, niveau ambiance, on a vraiment 2 jeux différents, mais jugez plutôt. Si nous commençons l'aventure seul comme un chien, c'est à 5 que nous pourrons l'achever. Les avatars à recruter se divisent en 2 groupes. Il y a ceux sur lesquels on tombera au gré de nos pérégrinations, et ceux confinés dans une auberge, près du poêle, en attendant le héros qui voudra bien leur acheter un collier et une laisse. Et c'est là que l'on touche à une autre grande idée du programme, les avatars ont leur mot à dire pour chaque nouvel arrivant dans l'équipe. Même chose pour se débarrasser d'un individu que vous ne pourrez plus sentir, par un système de vote pour, contre, neutre. Un nain ne donnera jamais son aval pour accepter une elfe dans l'équipe, pas plus qu'un humain ne voudra combattre aux côtés d'un orc. Ainsi, vous ne pourrez pas constituer l'équipe de vos rêves sans avoir recours au côté obscur, autrement dit à l'assassinat. Exemple concret, pour avoir un orc dans votre groupe, il sera peut-être nécessaire d'assassiner un avatar que nous appellerons X et qui refusait de donner son vote et que vous ne pouviez pas licencier parce qu'il était apprécié. Y tue X, mais contre toute attente, il meurt également, voire Z tue Y, bref, la moindre décision hégémonique pourra déboucher sur un massacre. À moyen terme, un avatar ne se sentant pas à sa place dans l'équipe pourra refuser de combattre, voire même vous fausser compagnie durant votre sommeil. Cette bonne idée est toutefois relativisée, car concrètement, la constitution d'un groupe avec des persos qui nous plaisent, mais qui ne sont pas populaires, a de quoi s'arracher les cheveux. Je vous invite à regarder mon longplay pour voir à quel point j'ai appris à respirer par le ventre pour réussir à faire cohabiter hommes lézards, orques et humains dans mon équipe. Le plus gros problème d'Ishar est d'ordre pécuniaire. En effet, à partir du moment où les sauvegardes sont payantes, que vous ne pouvez rien revendre, et que les stages de perfectionnement et une aptitude sont à la fois très chers, et que leur succès repose sur le hasard, votre bourse va rapidement crier famine. La solution pour être à l'abri du besoin, enrôler des gars, leur faire les poches, jeter leurs cadavres dans la mare la plus proche
et faire du farming en allant casser du voleur dans les villes. Autant de solutions qui ne sont pas très sportives, je vous l'accorde, mais au moins vous aurez une chance de vous payer vos quêtes volontés, telles que des armes, des armures, des provisions, des os de dragon, de la cervelle de rat, bref, les trucs habituels pour ce type de jeu en somme. Un dernier point noir pour la route, la carte. Alors oui, en 92, les générateurs de cartes étaient aussi peu répandus que les groupes de dance qui ne faisaient pas de playback, mais là, c'est tout de même le pompon. Pour rappel, 2 ans auparavant était sorti Arborea, le premier jeu de rôle de Silmarils où la carte indiquait notre position par un pixel clignotant. Au fur et à mesure de notre progression, les édifices apparaissaient sur la carte. Ici, adieu vos vaches cochons, la seule carte qui nous est proposée est inerte et ne sert à rien. Aucun marqueur, aucun bâtiment. Ainsi, il faudra s'armer d'un crayon et d'une feuille de papier millimétrée pour espérer finir le jeu, ce qui renvoie à l'ère 8 bits et contrebalance un peu toutes les bonnes idées mises en avant jusqu'ici. À moins de se tourner vers l'excellent site Doll Games qui a réalisé un travail formidable à la fois au niveau cartographie mais également compagnon, sort, d'un simple clic, on peut savoir quel est le meilleur magicien, quels sont ses sorts de départ et où il se trouve. Un gain de temps incroyable, merci à eux. Sorti initialement sur Atari ST puis porté sur les autres ordinateurs de l'époque, l'effort a été mis pour dépasser la palette originale de 16 couleurs permettant de la doubler, ce que la majorité des développeurs ne se tracassaient pas à faire, pour un résultat qui ne laisse aucun sentiment de restriction. Bon, sauf au niveau du ciel, ok. Et finalement, bien plus détaillé que les autres versions, pourtant plus colorées. Je vous laisse comparer juste l'image de fin dans sa version 32 couleurs et dans sa version 128 couleurs au niveau des mains de la liche. On retrouve aussi des différences au niveau de certains avatars et de l'icône des repas, mais en règle générale, je trouve que l'ajout de couleurs a gommé certains détails pour un résultat plus fade au niveau grain et pixels à cause d'une sorte de flou gaussien qui aplatit tout. C'était un problème récurrent des améliorations graphiques que l'on retrouvera aussi sur les jeux Lucas, où l'ambiance était sacrifiée au bénéfice d'une palette de couleurs plus importante. Autre bizarrerie des portages, alors que dans la version originale, sur la moitié du dernier donjon, on sera amené à affronter un géant, un minotaure et une liche, sur les versions Amiga, tous ces boss sont disparus, quand sur la version PC, on a le droit à un sorcier en plus. Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques images de la promo du jeu, où en plus de constater un nouvel avatar de profil et la pauvre tronche de Targan qui ressemblait à un orc, on peut surtout noter qu'Aramir, le héros du jeu finalement, avait, tout comme Xylaz, des cornes de démon. Alors je me perds en conjecture, est-ce que l'histoire de base était totalement différente? Est-ce un délire des graphistes? Malheureusement, on risque bien de ne jamais avoir la réponse. Je vous mets d'autres photos à la fin de la vidéo. Depuis plusieurs années, la société Dotemu exploite à nouveau les licences. Concrètement, vous pouvez faire l'acquisition de la trilogie pour moins de 6 € sur GOG. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Les versions PC, qui pour les 2 premières sont des portages honnêtes, mais sans musique pour le premier et avec des morceaux massacrés pour le second. Toujours la nécessité de payer ses sauvegardes, pas de plan, et le système de mot de passe toujours intact. Bref, pour faire simple, les versions PC du début des années 90 avec un émulateur intégré. Autant dire que l'achat ne se justifie que si vous ne savez pas utiliser un émulateur, mais franchement, la licence mérite mieux que ça. Petite anecdote amusante, sur la fiche du jeu sur Steam et GOG, on voit dans les captures d'écran illustrant le programme le combat contre le dragon à la fin. Belle image. En cherchant, pas longtemps, on tombe sur la même photo issue de Moby Games. Et qui l'a uploadé? Bibi, la première fois que j'ai fini le jeu en 2004. Du coup, je suis obligé de la réutiliser pour illustrer un de mes longplays. Le développement d'Ishar a été suivi à la loupe par la presse spécialisée car en 92, les jeux de rôle en français étaient encore marginaux et Silmarils était le premier studio bien de chez nous à produire un RPG de cette envergure. Chez Joystick, le journaliste Moulinex affirmait que la gestion des personnages est une superbe idée rendant le jeu encore plus intéressant. Aussi, Yann Renoir du magazine Génération 4 commençait son article en ces termes: vous aurez à parcourir de grandes distances dans des décors extérieurs d'une qualité jamais atteinte dans un jeu de rôle. 2 numéros plus tard, un autre testeur, toujours pour le même magazine, terminait ainsi son article
Si vous avez vibré avec Danger Master, cauchemardé avec Eye of the Beholder, vous adorerez Ishar. Enfin, Marcus, pour le magazine Tilt, concluait ainsi son article « Doté d'une réalisation exceptionnelle, ce soft vous tiendra en haleine pendant des semaines ». Noté chez Tilt 16 sur 20, bizarrement, dans le guide d'achat paru à la fin de l'année, la note était tombée à 14 sur 20. Et aujourd'hui, franchement, être français et parler de la licence française Ishar, c'est parfois vivre un grand moment de solitude, puisque juste en s'appuyant sur YouTube, eh bien, les seuls à en parler et à l'avoir fini sont des anglo-saxons, allemands, espagnols, mais d'une manière générale, les productions Silmaris semblent clairement avoir rencontré davantage de succès à l'étranger qu'en France. Le jeu était fini par des gros releases, mais il n'y a pas vraiment de petits joueurs occasionnels qui a torché l'aventure. Preuve en est que l'on était bien en face d'un gros challenge, mais surtout par rapport à la génération d'ordinateurs précédents, qu'il était complètement finissable, et pour ce faire, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré de bugs. Enfin, un RPG français plaisant à finir. Avec Ishar, Silmaris a frappé un grand coup en nous offrant un univers immense, une progression non pas à la bougie mais au grand air, le tout baignant dans un graphisme soigné jusque dans ses moindres détails pour nous immerger parfaitement dans l'aventure. En parallèle, les sauvegardes payantes, l'absence de cartes et la difficulté générale seront autant de freins que le joueur devra apprendre à lever en échange d'un jeu, certes exigeant mais enthousiasmant de bout en bout. Exceptionnellement, je vous proposerai un long play en français en 128 couleurs avec musique suivi d'un second en anglais en 32 couleurs avec les bruitages pour comparer les deux ambiances qui s'en dégagent. C'est pour ainsi dire deux jeux différents. Pour améliorer le référencement de cette vidéo et pour m'encourager dans mon travail, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner mais également mettre un like, un commentaire ou bien encore partager cette vidéo. Merci à vous.